Ma sœur a monté toute la famille contre moi, et ils m'ont exclu pendant 13 ans. Mais ensuite, ma petite entreprise a décollé, et j'ai fini par acheter une grande demeure. Le lendemain, elle s'est pointée. Salut, je m'installe, vu que. Je m'appelle Hélène Lefebvre, j'ai 34 ans, et au cours des 13 dernières années, j'ai mené une vie qui n'a jamais inclus de dîner de famille, de discussions de groupe ou de visites surprises. J'ai appris très tôt que le calme est plus sûr que le chaos, et que le travail est plus facile à comprendre que les gens. Je dirige une pâtisserie nocturne depuis une cuisine industrielle dans l'est de Lyon, gâteaux, bars, viennoiseries, tout ce qui permet de payer les factures et de garder mon esprit stable. Le mois dernier, cette entreprise a finalement explosé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Les commandes ont bondi, les contrats ont été signés, et soudain, les chiffres disaient quelque chose que je n'avais jamais osé dire à voix haute, je pouvais quitter mon minuscule appartement. Alors, j'ai acheté une maison plus grande que tout ce dans quoi j'avais grandi, plus grande que tout ce dont j'avais jamais pensé avoir besoin. Un endroit avec une cuisine qui ressemblait à une promesse et des pièces dont je n'avais pas encore décidé l'usage. J'ai emménagé avec rien d'autre qu'une chaise pliante, une boîte de petits gâteaux restants, et le sentiment d'avoir franchi une ligne invisible entre la personne que j'avais été forcé d'être et celle que j'avais construite par moi-même. Pour la première nuit depuis longtemps, tout semblait calme. Et puis, le lendemain matin, le passé est arrivé sur le pas de ma porte. Littéralement. Je ne les avais pas vus depuis 13 ans. Mais ils étaient là, debout devant ma nouvelle porte d'entrée, comme si le fossé entre nous n'avait été qu'un long week-end au lieu de plus d'une décennie. Ils sont venus avec des bagages, des attentes, et le genre de confiance que les gens n'ont que lorsqu'ils croient encore posséder une partie de vous. Ce qui s'est passé quand j'ai entrouvert la porte est la raison pour laquelle je raconte cette histoire. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment, et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. C'est étrange comme les schémas s'installent tôt dans une famille sans que personne ne s'en aperçoive. Pour moi, cela a commencé bien avant que je ne comprenne le poids d'être l'aîné. J'ai appris la responsabilité comme d'autres enfants apprennent les instruments, par la répétition. Je prenais des services supplémentaires dans un restaurant local alors que j'étais à peine assez âgé pour conduire, je ramenais de petits chèques de paie, et je comblais les manques qui apparaissaient dans la maison. Personne ne me l'a demandé, mais il était clair de qui on attendait qu'il maintienne l'équilibre. Ma sœur cadette, Manon Lefebvre, a grandi sous un ciel différent. Elle avait une douceur que les adultes prenaient à tort pour de l'innocence. Elle n'avait pas à s'expliquer car quelqu'un d'autre intervenait toujours en premier. Un genou écorché lui valait de la sympathie. Un devoir manqué lui valait des excuses. Un mauvais choix lui valait du réconfort. J'ai observé le schéma se développer depuis l'arrière-plan, un endroit où je suis resté si longtemps qu'il est devenu familier. Ma mère, Évelyne Lefebvre, portait une inquiétude constante qui se posait sur Manon comme une couverture. Si Manon était fatiguée, nous baissions tous la voix. Si Manon était stressée, nous ajustions nos plans. Si Manon pleurait, toute la maisonnée se réorganisait autour de ce son. Je ne lui en voulais pas à l'époque, je m'adaptais simplement. Je m'occupais des trajets, des corvées, des courses, de tout ce qui empêchait l'atmosphère de la maison de se fissurer. Ce à quoi je ne pouvais pas m'adapter, c'était le changement silencieux de perception. Cela s'est produit lentement, comme une table qui penche après des années de pression d'un seul côté. Un portefeuille manquant signifiait des questions dirigées d'abord vers moi. Des rendez-vous oubliés devenaient des suppositions que je n'avais pas transmis la bonne information. Même mes tentatives de clarifier de petits malentendus étaient accueillies par une expression qui se durcissait chez ma mère, un regard qui disait que je compliquais les choses. Le moment qui a tout rendu clair est survenu un après-midi d'été, lorsque Manon a égaré une petite somme d'argent qu'elle avait mise de côté pour un voyage scolaire. Ce n'était pas grand-chose, à peine de quoi couvrir une collation à la station-service, mais sa réaction a changé plus que l'atmosphère dans la cuisine. Elle se tenait devant notre mère, les larmes aux yeux, la respiration saccadée, les paumes tournées vers le ciel comme si elle demandait au monde pourquoi il était contre elle. J'ai essayé d'expliquer que je n'avais pas touché son argent, mais la pièce a basculé. Le ton n'était pas colérique. Il était déçu, comme si j'avais manqué à une attente tacite. J'ai alors réalisé que les explications n'avaient pas d'importance dans un endroit où les sentiments pesaient plus que les faits. Il n'y avait aucune méchanceté dans l'expression de Manon, seulement la confiance subtile de quelqu'un qui avait appris que la vulnérabilité était une sorte de monnaie d'échange. Après ce jour, la maison a adopté un rythme que je ne pouvais pas influencer. Si Manon avait un projet en retard, c'était parce que je ne le lui avais pas rappelé.
Si elle manquait le bus, c'était parce que j'avais pris trop de temps le matin. Si elle semblait anxieuse, c'était parce que je ne l'avais pas fait se sentir soutenue. La plupart de ces jugements étaient tacites, mais les non-dits ont tendance à s'accumuler. Je me suis réfugié dans le travail parce qu'il offrait des règles claires. Un service commençait à une certaine heure, se terminait à une certaine heure, et l'effort avait des résultats visibles. La maison n'offrait rien de tout cela. Toute tentative de corriger une fausse supposition ne faisait que resserrer davantage la dynamique. J'ai donc appris à laisser le silence porter le fardeau. Moins je résistais, plus les choses se passaient bien. C'était le début de la distance. Pas le genre dramatique qui apparaît en un seul instant, mais le genre silencieux qui grandit dans les coins d'une maison où personne ne regarde. Le genre dont on ne se rend compte qu'il s'installe que lorsqu'il devient le seul langage que la famille parle. Et finalement, ce langage a façonné tout ce qui a suivi. Il arrive un moment où un schéma familial cesse d'être invisible et devient un poids que l'on ne peut plus porter. Pour moi, ce moment est arrivé un matin froid où l'équilibre de notre maison a finalement basculé d'une manière que je ne pouvais pas corriger. J'avais accepté de prêter ma vieille berline à Manon Lefebvre pour qu'elle puisse faire une petite course avant l'école. Ce n'était pas la première fois qu'elle l'utilisait, mais c'était la première fois qu'elle la ramenait avec le pare-choc avant enfoncé et une longue éraflure sur la peinture. Elle est entrée dans la maison en tremblant déjà, tenant son manteau d'une manière qui suggérait que quelque chose de terrible lui était arrivé à elle plutôt qu'à la voiture. Au moment où je suis entré dans la cuisine, l'histoire s'était solidifiée. Elle n'était pas détaillée au sens traditionnel du terme, mais elle était façonnée pour correspondre à la logique émotionnelle que tout le monde attendait d'elle. J'ai entendu mon nom prononcé sur un ton qui suggérait que j'étais responsable de circonstances que je n'avais jamais touchées. Il n'y avait pas de place pour les questions, pas d'espace pour la clarté. La conclusion avait été tirée avant mon arrivée. Je suis resté là, réalisant que la vérité n'avait pas sa place dans la version des faits déjà acceptée. Après ce matin-là, un changement a commencé de manière discrète mais décisive. Les vacances se sont passées sans ma participation. Les emplois du temps ont changé, des projets se sont formés, et des rassemblements ont eu lieu qui, d'une manière ou d'une autre, ne m'incluaient jamais. Je n'ai pas été chassé avec force, j'ai été mise à l'écart parce que la porte continuait de s'éloigner juste hors de ma portée. J'ai essayé de m'accrocher, mais chaque tentative de m'expliquer ne faisait que rendre la distance plus prononcée. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. J'ai emballé ce que je possédais, ce qui n'était pas grand-chose, et j'ai déménagé dans un studio de l'autre côté de la ville. Je pensais que partir nous donnerait l'espace de repartir à zéro, que le temps séparé apporterait de la clarté. Mais la distance n'a fait que rendre les suppositions plus rigides. Je suis devenu la sœur qui s'est éloignée, qui a compliqué les choses, et qui a choisi sa propre vie aux dépens de tout le monde. Aucune de ces idées ne correspondait à la vérité, mais la vérité avait cessé d'être un langage partagé. 13 ans, c'est long à vivre en dehors de l'orbite des gens qui définissaient autrefois votre monde. Pendant ces années, j'ai fait tous les boulots qui payaient le loyer. J'ai préparé du café à l'aube, nettoyé des bureaux le soir, et appris à mélanger de la pâte dans des cuisines sombres quand le reste de la ville dormait. Le travail avait un sens. Il ne prétendait jamais être ce qu'il n'était pas. L'effort produisait des résultats, et les résultats me permettaient d'avancer. Pendant ce temps, Manon Lefebvre a créé sa propre mythologie en ligne. Je ne l'ai pas vue au début. Je n'étais connecté à aucun des contes familiaux, mais les nouvelles voyagent, surtout quand l'histoire est dramatique. J'ai entendu dire qu'elle publiait des phrases énigmatiques sur la trahison, la guérison et la force retrouvée quand certaines personnes vous abandonnent pour leur propre confort. Elle écrivait sur le fait d'être laissé pour compte, de porter seul des fardeaux émotionnels, d'aimer des gens qui ne l'aimaient pas en retour. Elle n'a jamais écrit mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. Tous ceux qui la suivaient savaient de qui elle parlait. C'était étrange de voir des parents s'attacher à son récit. Il répondait avec des prières, des encouragements et des rappels que la famille devrait pardonner. Il repartageait ses publications et lui envoyait de longs messages qui me parvenaient indirectement par des connaissances. Il était clair qu'ils avaient construit leur propre version de moi, une silhouette malveillante créée à partir d'histoires à moitié entendues et de suppositions plus faciles à accepter que la personne réelle que je devenais. Chaque année qui passait, la distance s'installait plus profondément. Les anniversaires passaient sans être reconnus. Ma mère a changé de numéro de téléphone sans me le dire. Des cousins se sont mariés sans m'inviter, bien que j'ai entendu par quelqu'un d'autre que j'avais été mentionné dans un discours comme une sœur qui s'était égarée. Je n'ai rien corrigé de tout cela.
Je n'avais pas l'énergie de réécrire des histoires que les gens ne voulaient pas voir réécrites. Le silence a grandi jusqu'à devenir son propre environnement, prévisible, calme, et étrangement efficace. Et dans ce silence, j'ai construit le début d'une vie qui m'appartenait entièrement. La croissance s'annonce rarement. Elle arrive par petites étapes silencieuses qui n'ont de sens que lorsqu'on regarde en arrière. Mon propre tournant a commencé dans le coin d'une cuisine partagée que je louais alors dans l'est de Lyon. J'ai pris le créneau de fin de soirée, en partie parce qu'il était bon marché et en partie parce que personne d'autre n'en voulait. Ces heures m'ont donné l'espace d'expérimenter des recettes, de brûler des fournées et d'apprendre sans que personne ne me regarde. Au début, mes commandes arrivaient au compte-gouttes par des messages textes de collègues et de leurs connaissances. 5 boîtes de biscuits une semaine, 7 la suivante. Je mesurais les progrès par le nombre d'ingrédients que je devais réapprovisionner, par le nombre de fois où la porte du four dégageait une vague de chaleur avant l'aube. Ce n'était pas glamour, mais c'était stable. La stabilité, c'était comme de l'oxygène. Le passage du passe-temps à l'entreprise s'est produit lorsqu'un responsable de bureau local a passé une commande en gros pour un événement d'entreprise. Ce n'était pas énorme, mais cela m'a obligé à préparer plus que je n'avais jamais tenté. J'ai passé cette semaine à fouetter de la pâte jusqu'à ce que mes mains tremblent, à minuter chaque plaque avec précision et à étiqueter chaque boîte avec un soin qui frisait l'obsession. Lorsque la commande a été livrée, les retours ont été immédiats. Le bureau a rappelé le mois suivant, puis à nouveau 2 semaines plus tard. Le bouche-à-oreille s'est rapidement propagé à travers les réseaux de petites entreprises qui comptaient sur des friandises traiteurs pour marquer des célébrations ou adoucir de longues réunions. Les commandes ont doublé, puis triplé. J'ai acheté de plus grands saladiers, des contenants plus solides et un deuxième jeu de plaques de cuisson pour ne pas perdre de temps à laver entre les fournées. J'ai commencé à suivre les dépenses et les revenus dans un carnet, à calculer ce que je pouvais réinvestir, à décider quand le risque était acceptable. Finalement, la cuisine partagée est devenue insuffisante. J'avais besoin de plus de stockage, de plus de réfrigération, de plus d'espace pour bouger. Louer une cuisine dédiée était un effort financier, mais c'était aussi la première décision qui ressemblait à un acte de foi en moi-même. La nouvelle cuisine était petite et industrielle, nichée entre un atelier de réparation et un entrepôt. Elle sentait légèrement le métal et le détergent, mais elle était à moi pendant les heures où je la louais, et cela faisait toute la différence. Avec plus d'espace sont venues plus de commandes. J'ai ajouté des bars, des gâteaux et des desserts personnalisés à mon menu. J'ai organisé les livraisons avec un emploi du temps qui m'obligeait à me lever avant le lever du soleil, à me réapprovisionner après-midi et à travailler le soir. Pour la première fois de ma vie, l'épuisement semblait avoir un but au lieu d'être vidant. Je voyais des chiffres qui laissaient entrevoir la durabilité. Ce n'était pas la richesse, mais c'était la stabilité, quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Lorsque j'ai embauché mon premier aide à temps partiel, un étudiant universitaire calme qui s'occupait de l'étiquetage et de l'emballage, la charge de travail est enfin devenue gérable. L'entreprise ne reposait plus uniquement sur mes mains. Elle avait une structure, un rythme et un potentiel. Je documentais tout, les quantités, les variations de coûts, les préférences des clients. Je traitais chaque fournée comme un pas en avant, même quand ce n'était pas parfait. Le véritable tournant s'est produit lorsqu'une chaîne de café régional m'a contacté après avoir goûté l'une de mes barres desserts lors d'un événement de réseautage. Ils voulaient des livraisons hebdomadaires dans plusieurs de leurs établissements. L'échelle m'intimidait, mais j'ai reconnu l'opportunité qu'elle offrait. Après avoir négocié un calendrier qui ne compromettrait pas la qualité, j'ai accepté. Le contrat m'a fourni une constance financière suffisante pour envisager des projets à long terme que je ne m'étais jamais autorisé à imaginer. À mesure que les commandes augmentaient, la compréhension silencieuse que ma vie se transformait en quelque chose de plus solide, quelque chose avec un élan, grandissait également. J'ai économisé soigneusement, suivi les bénéfices, réduit les dépenses inutiles et résisté à l'envie de m'étendre trop rapidement. Chaque mois qui passait me rapprochait de la stabilité, et la stabilité m'a finalement amené à un endroit que je n'attendais pas, l'accession à la propriété. Lorsque j'ai visité la maison que j'ai finalement achetée, je n'ai pas vu le luxe. J'ai vu le potentiel, une cuisine avec un plan de travail assez large pour plusieurs plaques, un salon assez grand pour les réunions d'équipe, et des pièces que je pouvais utiliser pour le stockage ou le calme. Signer les papiers semblait surréaliste, non pas à cause de ce que la maison représentait, mais à cause des années qu'il avait fallu pour en arriver là. En entrant dans cet espace, j'ai compris que la vie que j'avais construite ne ressemblait plus à celle que j'avais laissée derrière moi. Le matin où elles sont arrivées ressemblait à une épreuve pour laquelle je n'avais pas révisé.
Je n'étais dans la maison que depuis peu de temps, m'habituant encore au silence qui s'installait dans les couloirs, quand le bruit des pneus sur le gravier m'a sorti de ma routine. Un mouvement sur la caméra de sécurité a attiré mon attention, 2 silhouettes sortant d'une voiture avec une aisance qui suggérait la familiarité plutôt que la prudence. L'une portait une valise. L'autre scrutait le Porsche comme si elle évaluait ce à quoi elle croyait avoir droit. Les voir sur mon écran après 13 ans semblait irréel. Manon Lefebvre, ma sœur cadette, se déplaçait avec la même confiance bien rodée qu'elle avait perfectionnée bien avant l'âge adulte, le genre de confiance qui vient de la conviction que les règles s'appliquent à tout le monde sauf à elle. Derrière elle se tenait Evelyne Lefebvre, ma mère, serrant son pull comme si elle s'attendait à ce que la maison l'accueille à nouveau. Aucune ne semblait incertaine. Aucune n'hésitait. Elles sont venues comme si elles répondaient à une invitation que personne n'avait envoyée. Je ne me suis pas précipité vers la porte. Je les ai observées plus longtemps que nécessaire, assez longtemps pour reconnaître leur posture, leurs suppositions partagées, leur attente que les années de distance se plieraient au moment où j'apparaîtrais. Quelque chose en moi s'est raffermi. J'ai marché jusqu'à la table près de l'entrée, j'ai pris le dossier que j'avais préparé quelques jours plus tôt, et j'ai senti son poids s'installer dans ma main comme une promesse que je m'étais faite. Ouvrir la porte juste un peu était délibéré. J'ai gardé l'ouverture assez étroite pour maintenir le contrôle, mais assez large pour éviter tout malentendu. Elle se tenait juste en face de moi, assez près pour que je puisse voir la brillance des ongles fraîchement faits de Manon et la légère irritation dans l'expression de ma mère. Rien de tout cela ne correspondait à la gravité des années qui s'étaient écoulées. Manon a attrapé la poignée de sa valise avec une certitude désinvolte. Elle a incliné son corps vers le seuil, comme si entrer était une formalité pour laquelle elle n'avait pas besoin de ma permission. Ma mère s'est positionnée légèrement derrière elle, comme elle le faisait autrefois chaque fois qu'elle s'attendait à ce que j'obéisse sans protester. Pendant un moment, elles ont toutes les deux attendu la version de moi qu'elles avaient façonnée, silencieuse, docile, responsable du confort de tout le monde. Au lieu de cela, je suis resté immobile. Le dossier dans ma main est resté fermé, mais sa présence a créé une distance invisible qu'elle n'avait pas anticipée. La dynamique a changé. La posture confiante de Manon a vacillé juste assez pour que je le remarque. L'expression de ma mère s'est durcie d'une manière que je reconnaissais des années auparavant, le regard qu'elle utilisait lorsqu'elle croyait que l'obligation l'emportait sur l'autonomie. Tenir bon me semblait étrange et puissant. Je ne me suis pas appuyé sur des éclats de voix ou des explications. J'ai laissé les limites parler d'elles-mêmes. J'ai avancé légèrement le dossier, sans le proposer, sans le cacher, reconnaissant simplement son existence. Une licence d'invité, un avis d'interdiction d'accès déjà notarié, et un registre documentant chaque dépense, chaque dette, chaque manipulation qui m'avait lentement exclu du récit familial. Ces documents représentaient une version de moi-même qui avait enfin appris à écrire les choses au lieu de les porter en silence. L'air entre nous est devenu plus lourd. Manon a changé de pied, recalculant la situation. Le regard de ma mère est passé de moi au dossier, puis à l'étroite ouverture de la porte, comme si elle réalisait que la maison dans laquelle elle supposait pouvoir entrer n'était plus une extension de son autorité. Je n'ai ressenti aucune urgence à combler le silence. Ce n'était pas ma responsabilité de soulager leur inconfort. Elles attendaient la permission. Je ne l'ai pas donnée. Je n'ai pas élevé la voix ni répété ce que les documents rendaient déjà clair. La limite existait, qu'elles l'acceptent ou non. Finalement, j'ai reculé, non pas pour les inviter à entrer, mais pour poser le dossier sur la petite console derrière moi. Je l'ai positionné délibérément, un rappel que chaque décision à l'avenir serait écrite, mesurée et choisie par moi seul. Le moment s'est maintenu, ininterrompu, chacune de nous comprenant ce que les années de séparation avaient changé. Au moment où la porte s'est finalement refermée derrière elle, la maison semblait différente. Pas plus silencieuse, le silence était ma norme depuis des années mais définie, comme si les murs eux-mêmes comprenaient la limite que j'avais tracée. Je suis resté là plus longtemps que nécessaire, laissant l'adrénaline retomber avant de retourner à la cuisine. Mon téléphone n'a pas tardé à vibrer. Le moment était prévisible, presque répété, la manière dont les ennuis circulaient toujours par les mêmes canaux. Les premières alertes sont venues de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis plus d'une décennie. Des captures d'écran de publication sont apparues en succession rapide. Je n'ai pas ouvert les messages, mais les aperçus suffisaient à rendre leur intention claire. Manon n'avait pas perdu de temps à remodeler le récit. Des photos de mon Porsche étaient accompagnées de légendes qui présentaient son arrivée comme un acte d'espoir et mon refus comme de la cruauté.
Elle comprenait la scène numérique aussi bien qu'elle avait compris le paysage émotionnel de notre famille. La sympathie a afflué vers elle avec une vitesse familière. Je n'ai pas répondu. M'engager m'aurait ramené dans le scénario qu'elle avait contrôlé pendant des années. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable, rédigé un court courriel et l'ai envoyé aux parents, en utilisant toujours les mêmes adresses qu'auparavant. Ce n'était pas une explication. Ce n'était pas un plaidoyer. C'était une limite énoncée clairement, communication limitée au courriel, pas de discussion impliquant de l'argent ou le logement, pas d'accusation ni de pics émotionnels. Tout ce qui sortirait de ces termes serait ignoré. Je ne l'ai pas justifié. Je ne l'ai pas adouci. J'ai simplement établi les règles que j'aurais dû fixer 13 ans plus tôt. D'autres messages sont arrivés. Quelques parents ont envoyé des paragraphes m'accusant d'abandonner les valeurs familiales. Quelqu'un a affirmé que j'avais oublié d'où je venais. Un autre a insisté sur le fait que je devais à Manon une opportunité de remettre sa vie sur les rails. Le ton familier de l'obligation morale résonnait dans chaque message. Mais cette fois, cela ne m'a pas ébranlé. Il recréait une pièce dans laquelle je ne jouais plus. Peu de temps après, ma mère a envoyé un courriel d'une seule ligne. Pas de salutation, pas de ponctuation. Le genre de message destiné à provoquer la culpabilité, tu as brisé le cœur de ta sœur. Il portait le même poids sur lequel elle s'était toujours appuyée, la culpabilité déguisée en inquiétude, l'obligation présentée comme de la moralité. J'ai fermé le courriel sans répondre. Plus tard dans la soirée, quand j'ai vu son nom apparaître à nouveau dans ma boîte de réception, je n'ai rien ressenti de vif, juste une reconnaissance silencieuse des schémas qu'elle croyait encore pouvoir m'influencer. Elle a écrit sur le sacrifice, sur le fait d'élever 2 filles seules, sur toutes les fois où elle s'était sentie non soutenue. Chaque phrase revenait à la même idée, que ma stabilité était quelque chose auquel elle méritait d'avoir accès, et le lui refuser était un acte de trahison. J'ai laissé le message en attente. Aucune réponse ne changerait sa version des faits, et j'avais finalement accepté que je n'étais pas responsable de corriger son récit. Au lieu de cela, j'ai rédigé un document séparé, décrivant les mesures que je prendrais si elle continuait à se présenter sans y être invitée. Ce n'était pas émotionnel. C'était procédural, les coordonnées d'un huissier de justice, des références aux lois sur la propriété, des instructions pour tenir des registres. Le créer, c'était comme renforcer une fondation que j'avais longtemps ignorée. Le lendemain matin est arrivé sans drame, mais le bruit numérique a continué. Manon a publié des déclarations vagues sur les parents toxiques, recueillant la sympathie de personnes qui ne nous connaissaient ni l'une ni l'autre. Je n'ai pas consulté son profil, mais des bribes me parvenaient par des notifications et des messages transférés. Son schéma était prévisible, se positionner en victime, sous-entendre la trahison, attendre la validation. Cela avait fonctionné pour elle depuis l'adolescence, et elle ne voyait aucune raison d'arrêter maintenant. J'ai passé la journée à mon comptoir de cuisine à examiner les factures, à mettre à jour les commandes de fourniture et à planifier les livraisons de la semaine. Le travail m'avait toujours stabilisé, mais maintenant il remplissait une autre fonction, la preuve que ma vie ne dépendait plus de l'approbation ou de l'implication de ceux qui me comprenaient mal. Tout ce que j'avais construit existait en dehors de leurs suppositions. Alors que le soir tombait sur la maison, l'air semblait de nouveau équilibré. Non pas parce que la situation s'était résolue, mais parce que j'avais repris l'espace où leurs attentes vivaient autrefois. Les documents sur ma console sont restés intacts, attendant le moment où ils pourraient être nécessaires. Je n'espérais pas qu'ils seraient inutiles. L'espoir n'avait rien à voir là-dedans. Ce qui comptait, c'était la préparation. Le temps a une façon de tester les limites bien après le jour où on les trace. Pour moi, le véritable test est venu discrètement, non pas dans une confrontation dramatique, mais dans la manière dont ma vie a conservé sa forme après que j'ai choisi de ne pas ouvrir la porte. Les matins commençaient toujours par des listes de production et des itinéraires de livraison. Mon personnel attendait toujours des instructions claires. Le four avait toujours besoin d'être préchauffé. Les batteurs avaient toujours besoin d'être raclés. Les factures devaient toujours être payées. Rien ne s'est effondré lorsque j'ai cessé de laisser le chaos de ma famille s'infiltrer dans mon emploi du temps. Le monde est resté debout sans leur présence constante. Et cette stabilité m'en a dit plus que n'importe quelle excuse n'aurait jamais pu le faire. Environ 3 mois après leur apparition sur mon porche, le bruit autour d'elles a commencé à s'estomper. Les captures d'écran frénétiques des parents se sont ralenties jusqu'à devenir un filet. Les publications émotionnelles qui avaient autrefois été partagées et repartagées ont perdu de leur élan. Puis un courriel de Manon est arrivé. Court et étrangement pratique.
La ligne d'objet mentionnait le travail, pas un cœur brisé. Le corps du message demandait si je connaissais des endroits qui embauchaient pour des horaires flexibles. Il n'y avait pas d'accusation cachée entre les lignes, pas de tentative de rouvrir de vieilles blessures. Je ne l'ai pas invité dans ma pâtisserie. Au lieu de cela, j'ai répondu avec une simple liste d'agences et de boutiques locales que je savais qui embauchaient, puis je suis retourné à mes feuilles de calcul sans attendre de voir ce qu'elles feraient de l'information. Quelques semaines plus tard, un autre message est apparu, cette fois sans texte du tout, juste une seule photo en pièce jointe. Manon se tenait dans un uniforme simple, un badge d'employé accroché à sa chemise, des néons projetant le genre de lueur fatiguée qu'on n'obtient que dans les métiers de service. C'était la première image que je voyais d'elle où elle n'était pas présentée comme le centre d'une tragédie. J'ai sauvegardé le fichier dans un dossier sur mon ordinateur et je l'ai laissé là. Je ne l'ai pas considéré comme la preuve qu'elle était devenue une personne différente. Je l'ai laissé comme une preuve silencieuse que les changements qu'elle choisirait de faire à partir de ce moment-là étaient sa responsabilité, et non le résultat de mon intervention pour la sauver. Vers le 6e mois, ma mère m'a recontacté, cette fois avec un message qui semblait dépouillé de toute mise en scène. Elle a demandé si elle pouvait voir la maison une fois. Pas de sermon, pas de liste de sacrifices en pièces jointes, juste une simple demande. J'ai répondu avec des conditions claires, un jour précis, une heure précise, seulement elle. Quand elle est arrivée, elle a parcouru les pièces avec l'attention prudente de quelqu'un qui se déplace dans un endroit qu'il ne sait pas tout à fait comment classer. Elle a remarqué le garde-manger organisé, les plaques de cuisson alignées, l'absence de désordre qui avait autrefois envahi chaque surface plane de la maison que nous partagions. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine pendant qu'elle commentait de petites choses pratiques, la robustesse des chaises, la profondeur de l'évier, le fait que j'avais assez d'assiettes pour une table pleine de gens qui choisissaient réellement d'être là. Elle n'a pas mentionné les années de silence. Je n'ai pas demandé d'explication. Nous comprenions toutes les deux qu'aucune combinaison de mots ne pourrait défaire le schéma qui avait fait de moi le problème et de Manon l'histoire. Ce que nous avions à la place, c'était un bref moment de distance honnête, deux adultes occupant des vies séparées se rencontrant dans un lieu qui appartenait entièrement à l'une d'entre elles. Quand elle est partie, elle a fait une pause, la main posée légèrement sur le cadre de la porte. Ce n'était ni une revendication ni une bénédiction. Cela ressemblait plus à une petite reconnaissance réticente que toute l'autorité qu'elle avait autrefois supposée avoir sur mon espace avait tranquillement expiré. Le temps a fait ce qu'il fait toujours, il a continué à avancer. Près d'un an après avoir signé les papiers de clôture, j'ai appris d'une connaissance commune, pas de la famille, que Manon avait été promue au poste de superviseur d'équipe. La nouvelle a été présentée avec désinvolture, comme n'importe quelle autre mise à jour professionnelle. Sa présence en ligne avait changé aussi, du moins c'est ce qu'on m'a dit. Moins de publications vagues sur la trahison, plus de blagues fatiguées sur les services de nuit et la survie à la caféine. L'histoire qu'elle racontait au monde ne tournait plus entièrement autour du fait d'avoir été lésée. Que son récit privé à mon sujet se soit adouci ou durci était quelque chose que j'ai choisi de ne pas surveiller. Ce n'était plus mon travail de suivre sa version des faits. À travers tout cela, je suis resté en dehors de leur orbite. Je n'ai pas repris le rôle de réparatrice silencieuse, de soutien financier ou d'éponge émotionnelle. Les rares fois où j'ai choisi d'aider, je l'ai fait comme je gère toute décision commerciale, de manière spécifique, intentionnelle, avec des limites. Couvrir une facture clairement définie, envoyer des informations qui pouvaient être utilisées ou ignorées, et rien au-delà. Le reste de mon énergie est allé aux personnes qui se tenaient devant moi maintenant, des employés qui arrivaient tôt et disaient la vérité, des voisins qui me demandaient comment j'allais sans chercher les ragots, des amis qui se souciaient de mon bien-être sans avoir besoin d'un méchant pour justifier leur loyauté. Ma maison est progressivement devenue un lieu pour des auberges espagnoles de fin de semaine, des soirées de jeux sans enjeu, et des débriefings tranquilles autour de pâtisseries restantes après des services brutaux. Les pièces qui résonnaient autrefois d'absence se sont remplies d'un rire qui ne m'obligeait pas à me faire petite ou à absorber les dommages pour être autorisé dans la pièce. Le dossier de documents près de l'entrée est resté là où je l'avais laissé, prêt mais intact. Savoir qu'il était là ne m'a pas rendu dur. Il m'a rendu clair. J'ai arrêté de répéter des défenses dans ma tête, arrêté de construire des tribunaux imaginaires où je gagnais des disputes que personne d'autre n'entendrait jamais. J'ai accepté que certaines personnes s'accrocheraient toujours à une version de moi qui rendait leur choix plus facile à vivre. Ma paix ne dépendait plus de la mise à jour de cette image. Elle dépendait de mon refus d'échanger ma santé mentale contre la proximité. En y repensant, je ne vois rien de tout cela comme un arc narratif de vengeance astucieuse.
Il n'y a pas eu de moment où j'ai gagné d'une manière qui satisferait un scénario de film. Ce qui s'est passé était plus silencieux et, pour moi, plus important. J'ai cessé de laisser le déni des autres dicter la forme de mes journées. J'ai appris que l'amour sans limite n'est pas de la générosité, c'est de l'érosion. J'ai appris que l'on peut souhaiter du bien à quelqu'un sans lui donner la clé de sa porte d'entrée, de son compte en banque ou de son système nerveux. J'ai appris qu'être qualifié d'égoïste par des personnes qui profitent de votre épuisement n'est pas une mesure fiable de votre valeur. S'il y a quelque chose que j'espère que vous retiendrez de ceci, c'est la simple permission de fermer les portes qui ne s'ouvrent que pour vous dépouiller de vous-même. Vous avez le droit de protéger la vie que vous avez construite, même lorsque les mains qui frappent sont familières. Vous avez le droit de choisir une paix calme et honnête plutôt qu'une performance qui met tout le monde à l'aise pendant que vous disparaissez. Merci d'être resté avec mon histoire, où que vous soyez et quel que soit l'heure qu'il est là où vous regardez. Si cela a remué quelque chose en vous à propos de vos propres limites, vous pouvez garder cette réflexion privée, la partager avec quelqu'un de confiance, ou en laisser un morceau ici pour que d'autres se sentent moins seuls. Quelle que soit votre décision, j'espère que vous vous souviendrez que se protéger n'est pas de la cruauté. C'est le début d'une vie qui a enfin un sens.